Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle toujours de cette fameuse âme sœur, vous savez, cette personne qu'on rencontre et qui nous semblait totalement prédestinée. Alors il est vrai que lors de ce genre de rencontre, un sentiment d'évidence va nous envahir. Alors moi personnellement, plutôt que d'évoquer l'âme sœur, j'aime mieux parler de rencontre miroir, comme si tout à coup, face à cette personne, on avait le sentiment de rencontrer non pas son double, mais celui ou celle qui nous ressemble et qui s'emboîte parfaitement. Alors malheureusement, ensuite, on va découvrir que cet autre qui nous ressemble allume aussi des parts d'ombre qu'on n'a peut-être pas toujours envie de découvrir. Eh bien, je vous propose qu'on aborde tout ça en compagnie de Claude Parizeau. Claude Parizeau qui a beaucoup travaillé sur la thérapie Imago, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et donc, avec Claude Parizeau, on va comprendre mieux ces choix amoureux qui répondent évidemment à des parts inconscientes de nous-mêmes. Si vous avez envie de mieux comprendre justement un choix amoureux, c'est le moment de venir témoigner. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Claude Parizeau. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes sexologue, thérapeute de couple, vous avez été aussi l'auteur de ce livre qui marche très très bien, Réenchanter son couple, c'est aux éditions Erol, dans lequel vous parlez évidemment de cette thérapie Imago, on se regarde face à face et on dit ce qu'on ressent. L'effet miroir, ça vous parle, j'imagine? Complètement. On parle de miroir, justement, dans ce dialogue qu'on apprend. Il y en a un qui parle et l'autre fait le miroir, c'est-à-dire il fait le miroir de ce qu'il entend déjà. Mais aussi la méthode Imago, c'est ça, c'est tout ce qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents. Et c'est le miroir, nos partenaires que nous rencontrons sont le miroir aussi de ce qu'on a vécu enfant, on pourra développer. Oui, alors quand on fait une rencontre, parfois on a vraiment l'impression que c'était la rencontre et qu'il était évident qu'on devait se rencontrer. Donc là, ça vient de quoi? Ça vient de quelque chose qui nous échappe, évidemment. Oui, ça nous échappe complètement. C'est l'inconscient. Nous, on parle d'enfant intérieur. C'est vraiment notre petit garçon, ou pour moi, en tant qu'homme, c'est mon petit garçon, sinon c'est une petite fille, bien sûr. C'est lui qui est touché, c'est-à-dire c'est lui qui est réveillé. L'imago, c'est ce qu'on imprime en nous, enfants, des caractéristiques positives de nos parents ou des personnes qui se sont occupées de nous enfants, positives et négatives pour nous. Et quand on rencontre quelqu'un, on va rencontrer toutes les parties qu'on a aimées. Ou toutes les parties au contraire qu'on n'a pas eu du tout. C'est ça, c'est-à-dire que ça fait face, ça fait miroir, oui bien sûr, à des parties de nous qui sont des parties de l'enfance en fait. Systématiquement. Ça voudrait dire qu'on ne rencontre, quand on tombe amoureux de quelqu'un, ce n'est que parce que il réveille quelque chose de notre enfance. C'est presque triste. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de prédestination contre laquelle on peut rien. On choisit pas. Oui, si on se rend compte sur ce modèle-là. Il y a des mariages qui existent et dans les statistiques, ils fonctionnent pas moins bien, ces mariages qui ne fonctionnent pas sur le tombé amoureux. C'est-à-dire dans certaines cultures, comme au Maghreb ou bien même en Inde, où certains sont prédestinés, ils apprennent à aimer. Et là, l'apprentissage de l'amour va au-delà de ce sentiment amoureux. Oui, vous voulez dire que si on tombe amoureux, il faudra de toute façon apprendre à s'aimer. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. D'où la nécessité de comprendre justement pourquoi on a choisi telle personne et dépasser ce qui va faire que ça va nous déranger quand cette personne nous réveille des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Et c'est ça. En fait, tomber amoureux, si je regarde ça d'une manière plus large, on pourrait dire même spirituelle dans le sens large du terme, c'est que on tombe amoureux de la meilleure personne pour nous aider à récupérer les parties qu'on a enfouies de nous enfants pour se sentir aimés dans notre famille, mais en même temps ce même partenaire c'est la moins bonne personne pour nous donner ce dont on a le plus besoin. Donc à la fin ça fait des conflits, forcément. C'est mal barré, forcément. Oui, c'est ça. Forcément, on arrive. Mais nous on dit chouette un conflit. Le conflit c'est juste la relation qui veut grandir. Si on n'a pas les outils, on peut se faire du mal. D'où l'importance d'avoir des outils au-delà. C'est pour ça que moi j'aime bien cette phrase que j'ai comme ça un petit peu inventée, mais je crois que beaucoup de thérapeutes sont d'accord avec moi. Le couple c'est un parcours initiatique, quoi. Complètement. C'est le parcours aujourd'hui. Dans notre société, je trouve aussi que c'est le plus grand espace de travail et pour grandir. Donc pour devenir adulte, il faut tomber amoureux
amoureux et après réussir à se relever. Hein. C'est en gros, on pourrait schématiser un peu comme ça. Ce qui est important, vous parliez de l'Inde justement, et moi je me souviens que j'avais appris qu'on regardait les thèmes astrologiques des deux pour voir si le mariage était possible. C'est intéressant. Hein. Ah oui, je savais pas ça, oui. Oui, c'est intéressant. Et on voit bien, enfin moi ça m'est arrivé, puisque je fais un peu d'astrologie, ça m'est arrivé de faire des thèmes de comparaison entre deux personnes et on sait d'avance où va se situer le conflit. Les défis. Oui, les défis, vous avez raison, le mot est plus juste, parce qu'après tout, on peut les relever, les défis. Hein. C'est peut-être ce qu'on va essayer de faire pendant ces 2 heures, aider les gens à relever le défi. Parce que s'ils sont en couple actuellement et qu'ils rencontrent des crises, ça peut se de mon expérience, dépasser, hein. Quand on dit, il y a une phrase qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est que pour moi, à chaque fois, il n'y a rien qui est insolvable à partir du moment où les deux font le chemin, bien sûr, toujours. Hein, que ce soit et ont envie de sauver le couple, en fait. Exactement. Ça demande du courage. Moi, je pense. Moi, j'ai pas eu le courage pendant des années. Je vois combien j'ai fui, ça demande vraiment un travail à l'intérieur, et c'est aussi un souci aujourd'hui pour les personnes qui veulent pas aller voir à l'intérieur. Ils vont projeter sur le partenaire systématiquement ce qu'ils veulent pas voir à l'intérieur. Mais il y a quand même des limites à ce que vous dites. Si on est avec quelqu'un de pervers, de toute façon, il faut fuir. Oui, mais des fois, de venir faire un travail, c'est prendre conscience que c'est important de fuir, et que c'est pas. Souvent, on pense qu'on est avec un pervers. Si on est avec quelqu'un qui est dans ce style-là. Je parle des vrais pervers, parce qu'il y a des tas de gens qui sont qui ont des comportements pervers, un tout petit peu. Ça se gère. Mais si on tombe sur un pervers, j'en ai parlé déjà avec vous une fois, je crois très très rapidement, c'est que on donne tout son pouvoir à l'autre. C'est-à-dire qu'on a une faille vraiment au niveau de l'estime de soi. Donc d'aller en thérapie, d'avoir un thérapeute qui peut faire le médiateur, ça nous permet de prendre conscience que je suis pas si fou, si folle que ça, et des fois ça aide la personne à partir, justement. Oui, bien sûr. Oui, parce que vous avez raison, quand on se met avec quelqu'un de très pervers, on est sous l'emprise, et à ce moment-là, on n'a plus rien à décider soi-même. C'est aussi une façon de gérer des problèmes qui n'ont pas été résolus. Hein. C'est ça. Et c'est dur de s'en sortir. Il y a souvent des jugements par rapport aux personnes. Oui, mais c'est ta faute aussi. Non, c'est sûr qu'on a une responsabilité chacun dans la relation, mais l'emprise, c'est aussi un domaine. Il y a eu pas mal de personnes qui ont écrit dessus. C'est vraiment très compliqué de s'en sortir. Donc, bien sûr, surtout qu'elle se met en place petit à petit, etc. Donc, il n'y a pas de faute, il n'y a jamais de faute. En revanche, la faute, c'est de ne pas travailler sur soi. Ah, moi, c'est mon opinion. Là, je suis clair. Je me doutais. Ah oui, si on va pas voir, c'est simple. Hier, on travaillait sur la parentalité, et même en tant que parents, nos enfants nous appuient sur nos boutons aussi. C'est-à-dire qu'ils nous font réagir. Dès qu'on est dans la réaction, c'est que c'est une partie de notre enfant qui a été touchée systématiquement. Donc, soit on apprend à réagir, soit on apprend à être en conscience. C'est soit on réagit plutôt, soit on apprend à être en conscience. Sans conscience, on reste dans la réaction et il y a des dégâts derrière. Eh bien justement, Claude Parisot vous propose de réagir en nous appelant au 0826 300 300. On retrouve Muriel dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous et nous évoquons l'effet miroir dans le couple. Et si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi vous avez choisi tel ou tel partenaire, si vous avez envie de dépasser peut-être un conflit que vous êtes en train de rencontrer, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio. C'est ce qu'a fait Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Claude Parisot, bonjour Brigitte. Bonjour Muriel. Donc vous êtes en couple depuis très longtemps, 26 ans, oui, c'est ça ? C'est ça. Bon, ça va, vous avez déjà dû en dépasser des défis. Oui, ça se travaille aussi. Voilà, il y a du travail aussi, jour après jour. Voilà. Alors, moi, c'est pas ma propre image, c'est l'image du père en fait. J'ai épousé, oui, si on veut. J'ai en face de moi une personne qui a la même histoire que mon père, c'est-à-dire que un père alcoolique, de la maltraitance, de la violence, voilà. Malgré moi, inconsciemment. Ah bah ça, oui. Sinon, c'est toujours inconscient. Sinon, vous l'auriez pas choisi. Hein. C'est clair. Voilà.
Mais Alors, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais mon père à travers mes compagnons, certainement. L'image du père aussi. C'est une personne, enfin moi, mon père, c'est une personne très calme. Est-ce que vous avez eu envie de l'aider, de le sortir de son alcoolisme? Complètement. Oui, ben voilà. Alors c'est pas lui, c'est son père à lui qui a été comme ça. Voilà. Ah d'accord. C'était son propre père qui était comme ça. D'accord, c'est pas pareil. Donc vous êtes reconnu dans ce que vous aviez enfant subi tous les deux. Alors moi indirectement parce que j'ai pas connu le grand-père maltraitant, mais de par les échos et en fait de par les dires de mon père, je retrouvais les mêmes, et lui aussi, ce que disait mon père, il retrouvait les mêmes, beaucoup de similitudes par rapport à leur histoire de vie. Voilà. D'accord. Et alors quels sont les défis que vous avez déjà surmontés? Alors il faut que je me sorte. Alors je suis déjà moi-même soignante, donc je suis beaucoup dans ça. Il faut que je me sorte de cette triangulation là, le sauveur, voilà. Donc je le travaille. Aujourd'hui, c'est très clair pour moi et je me sors de ça parce que j'ai mûri aussi, parce que j'ai évolué dans la relation et du coup je me sors de cette triangulation là en me disant qu'à un moment donné, je ne peux rien faire pour l'autre si il a des problématiques et qu'il doit gérer lui-même. Je veux sauver un petit peu tout le monde, je crois. Mais vous, comment vous vous sentez dans la relation? Parce que j'entends pas comment vous le vivez. Dans l'incompréhension parfois. Parce que il y a beaucoup de questionnements. Puis vous savez, les hommes ils vont toujours très bien. Ils sont pas ils vont pas voir un thérapeute. Ils sont pas dans ça. Et du coup moi je me fais aider parce que à un moment donné je me suis plus retrouvée et dans mon cheminement aussi personnel. Et du coup je comprends aujourd'hui que je ne peux sauver personne et que la problématique elle lui est propre dans ses difficultés. Il faut qu'il aille au-delà de tout ça, et même par rapport aux enfants, parce que je veux pas aujourd'hui que les enfants portent ce poids-là, quoi. Voilà. Mais lui, il ira peut-être jamais voir, parce que comme vous avez dit, tout va bien. Pour lui, ça va. Donc, si lui va pas bien, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous nommez vos besoins? Est-ce que même en les nommant, il y a rien qui change? Et la question, ça serait pourquoi vous restez? Vous voyez, des choses comme ça. Tout à fait. Alors justement, moi, j'ai nommé à un moment donné, je lui dis, mais quels sont tes besoins à toi aujourd'hui? Oui, mais vous voyez, vous reparlez de lui, alors que Claude vient de vous le demander de parler de vous. C'est énorme. Comme quoi, c'est pas clair. Vous voyez, je le travaille et vous voyez, j'y suis continuellement. Voilà. Alors moi, je vais bien parce que je me suis sortie. Je me sors progressivement par un cercle d'amis, je me sors de ça. Et quel serait alors je vais reformuler la question de Claude. Quel serait le besoin qui n'est pas satisfait dans cette relation, ou les besoins, je ne sais pas. Les besoins dans cette relation, besoin de reconnaissance. Oui. Voilà, besoin de reconnaissance. Alors, quand vous dites de reconnaissance, c'est un besoin d'être écouté dans votre souffrance, c'est un besoin d'être reconnu comme une belle personne, parce que c'est vague aussi, besoin de reconnaissance. Ah oui. Besoin d'être, d'être vu tel que je suis. C'est ça, donc d'être reconnu. C'est ça. Tout à fait. Alors, le fait qu'il n'ait pas d'exemple lui-même de par son histoire, il n'a pas d'exemple de faire famille. Du coup, ça lui est très très compliqué. Il s'enferme dans ce carcan, mais moi, j'ai pas d'exemple. C'est fou, hein, comment vous pouvez pas bouger. C'est énorme. Oui, mais vous pouvez pas changer. Lui, s'il veut pas changer, il changera jamais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que quand vous dites, j'ai envie d'être vu pour qui je suis. Ce que j'observe ce qui est fréquent chez les femmes, c'est une demande très fréquente. Sauf que, est-ce que vous dites exactement qui vous êtes? Est-ce que vous osez parler de tout à votre mari? J'imagine que non. Aujourd'hui, oui. Voilà. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je me surprends d'ailleurs, ce que je ne faisais pas. Je me surprends à dire mes besoins. Ça, je ne le veux plus. Ça me correspond plus. Voilà. Et donc, il y a des choses qui changent. C'est compliqué. C'est de mettre en mots déjà. Moi, je mets en mots un maximum de choses de manière à ce qu'en face j'ai aussi des mises en mots, mais ça n'est pas dans ses habitudes. Du coup, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que vous pourriez pas faire une pyramide
pour mettre vos besoins avec une sorte de hiérarchie et vous atteler au premier. La pyramide de Maslow. Oui, alors enfin pas spécialement parce que c'est pas forcément vos besoins les plus essentiels, mais vous voyez, vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous êtes. Donc, pour vous, quelle est votre qualité principale que vous aimeriez qu'ils reconnaissent? L'empathie, la bienveillance, voilà. Et vous êtes très empathique et bienveillante vis-à-vis de lui? Oui. Oui. Et vous avez l'impression que vous donnez beaucoup de cette bienveillance sans être en retour remercié, hein, c'est ça? Oui, remercié ou reconnu entre guillemets, ou qu'il y ait un retour un retour dans ce sens-là. Et pourquoi vous n'exigez pas quelque chose en retour? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, par exemple? Du chocolat, des fleurs, qu'il s'occupe de ranger la vaisselle, qu'il vous dise des mots d'amour. Un regard bienveillant, comme tout un chacun. Je vois que t'es pas bien en ce moment. Vous voyez, un regard bienveillant, une attention, voilà, juste le regard, voilà, se soucier de l'autre. D'accord. Est-ce que vous pourriez, à un moment où vous n'êtes pas bien, lui toucher un bras et lui dire je vais pas bien, est-ce que tu peux un petit peu me donner de la tendresse ou quelque chose comme ça? Vous arriveriez à faire ça? Je le mets en mots, mais pas forcément en geste. Oui, parce que visiblement, il a du mal avec les mots, cet homme. Ah, complètement. Donc peut-être qu'il faut passer par un autre langage, non? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est des langages d'amour, c'est-à-dire que comprendre quel est son langage à lui, j'imagine plus le toucher ou le rendre service dans ce que j'entends, c'est d'aller dans son langage à lui pour pouvoir communiquer et être sur la même longueur. Tout à fait, oui, c'est vrai. Parce que là, dans ce que vous dites, moi, dans tout ce que j'entends, c'est comme si vous faites un travail, vous avez toutes les solutions, mais je me demande, est-ce qu'il y a une question? C'est comme si vous avez toutes, c'est comme si vous attendiez qu'on vous dise, il faut rester, pas rester, mais... Ah non, non, pas du tout. Moi, je le travaille et je me détache parce que pour moi, faire famille, c'était très important et tout ça. Et aujourd'hui, justement, je me détache de ça. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était impossible. Impossible. Et est-ce que vous vous détachez de lui? Je prends du recul. J'analyse beaucoup les choses. Parce que c'est ça le danger, hein, Muriel. Encore une fois, c'est à force de ne pas réussir à communiquer comme on voudrait, dans le langage qu'on voudrait, on peut petit à petit prendre de la distance. Et si on prend de la distance, l'autre quelque part le sent. Et bien sûr. Va aussi s'arc-bouter dans son fonctionnement négatif par rapport pour le couple en tout cas. Et puis c'est comme ça qu'on en arrive à un couple qui dysfonctionne. Hein. Donc attention à ça. Oui. Alors, c'est vrai, comme vous dites, la parole, peut-être qu'il faut que je sorte de ça, parce que jusqu'alors, j'ai essayé de davantage poser les besoins, poser ensemble. Ouais, mais je crois que vous n'arriverez pas à ce qu'il parle ce langage-là, oui. Donc, je pense qu'il faut trouver, en effet, un autre moyen de communiquer sur votre besoin essentiel, visiblement. Oui. Ouais. C'est clair. Oui, j'avais pas pensé, ouais. Eh ben, allez-y. Oui. Allez au travail. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. C'est clair. Merci beaucoup, Muriel, en tout cas. Merci de votre échange. Merci, Muriel. On fait une petite pause, on continue et on parle vrai avec vous, Claude Parisot, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Claude Parisot, sexothérapeute, qui nous propose de réenchanter votre couple. C'était le titre du livre aux éditions Erol. Nous évoquons donc justement cet effet miroir qui généralement au début nous paraît extraordinairement enthousiasmant et puis petit à petit c'est là qu'on voit que le miroir pourrait se briser. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Claude Parisot et bonjour Brigitte. Bonjour Caroline. Bonjour. Oui. Alors, allez-y, je vous en prie. Pardon. Oui. Moi, je dirais, alors, je pense pas que j'ai fait des rencontres miroirs. J'ai eu 2 relations qui ont duré 4 ans chacune, et le premier était l'opposé de moi. C'est-à-dire quelqu'un d'introverti, qui parlait pas trop,
pas très câlin. Alors que moi, je suis assez... j'aime la vie, j'aime bouger, j'aime faire du vélo, j'aime faire de la rando, j'aime faire du sport et tout. Et en fait, il était l'opposé de moi. Donc, bon, j'ai dit ok, c'est bizarre, je pense que c'est complémentaire peut-être, mais bon. En même temps, ce que vous dites de vous et ce que vous dites de lui, c'est pas forcément l'opposé. Hein. Et puis l'opposé, c'est pas dans les pratiques, c'est qu'est-ce qui vient réveiller, c'est quel défi. C'est quoi le point commun, à votre avis, des deux relations dont vous parlez? C'est-à-dire, c'est toujours le même défi qui revient. C'était quoi? Mais j'ai pas trouvé de point commun entre l'un et l'autre. Non, mais quel est le défi que les deux relations vous ont obligé à dépasser? Oui. C'était ça la question de Claude. Oui, tout à fait. C'est plus dans ce sens-là, effectivement. C'est la connaissance de moi, ça c'est sûr. L'acceptation de certaines choses, ça m'a fait travailler sur moi, en fait. Ça, c'est évident. Sur des points assez précis, je dirais, sur le premier... j'attendais beaucoup et ça m'a appris justement à me détacher de l'attente de l'autre. Vous attendiez quoi? Des câlins, de l'attention, des choses comme ça, qui ne sont pas venues comme je souhaitais. Et la deuxième personne, c'était un peu quand même la même chose. J'étais dans l'attente aussi d'un retour. Je pense que c'est ce travail d'attente que je dois faire sur moi et de ne pas attendre de l'autre. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quoi le point commun? C'est que des deux vous ont pas fait beaucoup de compliments, ou vous n'avez pas l'impression qu'ils se sont intéressés à vous, parce que ça veut pas dire qu'ils ne s'est pas intéressé. C'est que si on n'a pas la même langue, des fois on a l'impression que l'autre ne s'intéresse pas. Mais vous n'avez pas l'impression qu'ils s'intéresse. Et ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, par exemple, de l'enfance, nous, systématiquement? Complètement, voilà. Oui. Et c'est là le miroir. Ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux alors. Oui, mes parents, enfin, ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Oui, complètement. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontez que vous êtes quelqu'un de très dynamique, très sportive, etc. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant pour vous à analyser, c'est est-ce qu'au fond, cette sorte d'énergie que vous mettez à l'extérieur ne cache pas un manque d'affect intérieur de l'enfance? Complètement. Et donc ces deux relations ont appuyé là où ça fait mal, comme d'habitude. De toute façon, on n'y échappe pas, Caroline. Oui, tout à fait. Et donc peut-être qu'il faut apprendre à vous nourrir un peu plus vous-même. Et dans la prochaine relation, ne pas être trop exigeante sur ce point, tout en demandant à l'autre d'une manière qui soit compréhensible pour l'autre, évidemment. Oui, mais tout à fait. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'aujourd'hui, je suis seule et je travaille là-dessus personnellement parce que je me mets à des petites épreuves pour travailler là-dessus, complètement. Alors, n'attendez pas d'être ou guéri, entre guillemets, pour rencontrer. Moi, je pense que c'est dans la relation qu'on nourrit ça, c'est-à-dire que soit déjà ne pas attendre de l'autre, vous l'avez dit, ne pas attendre qu'il vous donne ce dont vous avez le plus besoin, c'est apprendre à vous le donner aussi, pour pas que le partenaire sente que c'est un gouffre sans, c'est exactement le mot que un puits sans fond, j'allais dire. Et ça, c'est important parce que ça, les hommes, ils le sentent et ils vont se sentir, ça va leur plaire au début, mais après, ça va leur faire peur et c'est comme ça qu'ils s'enfuient. Et surtout d'apprendre à demander. C'est-à-dire que demander aussi, si on a appris à se débrouiller seul, enfant, où on n'avait pas d'écoute des parents, on n'avait pas l'impression d'être intéressant pour eux, on n'avait pas la possibilité de demander de l'aide. Et c'est ça à apprendre aujourd'hui en tant que nous, qu'on a tous, en tant qu'adultes, c'est apprendre à faire des vraies demandes. Des demandes que l'autre comprenne, dire, moi, j'aimerais bien, j'ai besoin d'eux, ou est-ce que c'est possible, ou j'aimerais qu'une fois par semaine, au moins, on passe 3 heures ensemble pour aller à tel endroit, ou qu'on discute au moins 1 heure. Et, oui, des choses concrètes. C'est vrai que j'ose pas. Voilà, c'est ça. Oui. Comme je n'ai pas jamais demandé quand j'étais jeune, forcément. Mais vous savez, Caroline, moi j'aime bien cette phrase. Quand on demande à quelqu'un quelque chose, il faut se dire qu'on a déjà le non, et donc on ne peut avoir que le oui. Ouais. Vous voyez, vous demandez en vous disant de toute façon il va me dire non.
Et comme ça, il va peut-être vous répondre peut-être, il va peut-être vous répondre oui, mais si vous répondez non, de toute façon, vous savez que vous avez déjà le non. Et donc, vous pouvez avoir qu'une bonne surprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, demander. Parce que les 3/4 du temps, c'est pour ça qu'on n'ose pas demander, parce qu'on se dit, de toute façon, il va me dire non. Oui. Donc, il faut demander en se disant, il m'a déjà dit non. Oui. Et puis, demander tout en se donnant à soi. Ça veut dire quoi, se donner à soi ? Moi, ça prend un certain temps. Mais c'est de vraiment de faire les choses qu'on aime, de vraiment se nourrir, c'est-à-dire de qu'est-ce qui me fait plaisir, de se donner le plaisir, de pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Oui. Comme ça, après, ça va nourrir Oui. l'estime de soi, et après, c'est plus facile de demander, parce qu'on a assez confiance après pour demander, puisque on n'est pas dépendant de la réponse de l'autre. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que demander à soi déjà, oui. Mais oui, à travailler là-dessus, d'apprendre à demander aux gens. Oui, je n'ose pas demander. C'est vrai. Je fais un peu, j'essaie un peu, mais peu. Mais rassurez-vous, beaucoup de personnes sont comme vous. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je suis sûre, Caroline, que si on vous demande quelque chose, vous avez un plaisir à aider ou à répondre à la demande. Complètement. Donc, ouais. Pourquoi les autres n'auraient pas ce plaisir-là ? Ouais. Vous voyez ? J'ai toujours peur d'embêter, de déranger, qu'on me dise non. Ouais, déjà qu'on me dise non, c'est vrai. Ben oui, de toute façon, c'est souvent la raison principale qui fait qu'on n'ose pas demander. Peur de se sentir rejeté. Mais les 3/4 du temps, les gens ne nous disent pas non. Et puis si c'est quelqu'un qui nous dit non, vous allez analyser s'il vous dit non parce qu'il peut pas, ou s'il vous dit non parce qu'il s'en fout de vous, et à ce moment-là, vous êtes fixé. Et la plupart du temps, les personnes disent oui, parce que ne pas oser demander, c'est enlever le pouvoir à l'autre de dire oui ou non, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas dans la relation, parce qu'il n'y a pas de demande. Moi, je vois combien de couples... Vous avez raison, Claude. Où la personne elle demande, mais moi, demande-moi, au moins j'ai l'impression d'exister. Oui, et c'est ça. Et c'est terrible parce que je l'entends tellement, vous savez, Caroline, le nombre de couples où la femme finit par partir parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle n'a pas osé demander. Et l'homme ne comprend pas pourquoi, parce qu'il dit, mais si elle me l'avait demandé, bien sûr que j'aurais tout donné. Tout à fait. Ouais, mais après, je donne ces conseils-là aux autres. Hein. Je les applique pas forcément, mais oui. C'est vrai. Hein. On se sépare de quelque chose sans avoir demandé, c'est fou. Au moins c'est clair, vous savez exactement où. Et ce qui est important, c'est de faire des petits pas, comme on appelle dans le coaching, on dit de faire des petits pas. Mais c'est vrai que c'est pas faire des trop grosses demandes peut-être tout de suite. C'est pas non plus de gravir 10 marches d'un coup. C'est une marche à la fois. C'est de faire des petites demandes. Ça va nourrir l'estime de soi. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure de voir que vous avez des oui, c'est s'entraîner tous les jours un petit peu. Ça me fait penser à quand on a un gros chantier à faire sur soi, hein, je dirais un chantier. J'avais lu quelque chose et j'ai trouvé l'image très belle. C'est qu'on n'attaque pas une montagne tout de suite avec une grosse pelle. On prend un petit marteau et puis on creuse petit à petit et on gravit la montagne plus gentiment. C'est magnifique. J'ai trouvé ça beau. Eh bien, allez-y, Caroline. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. On continue avec Franck qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Claude Parisot. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Claude Parisot. Bonjour Franck. Oh, vous m'avez l'air de très très bonne humeur, Franck. Oui, c'est lundi, hein, on y va. Oui, on y va. On ne sait pas où, mais on y va. Hein. Peu importe, le but c'est d'avancer. Exactement. Alors, première question, est-ce que vous avez besoin d'avoir des sentiments pour avoir une relation sexuelle ? Non, pas du tout. Bon, eh bien, nous avons un homme, un vrai, en face de nous, Claude Parisot. Je sais pas. J'ai pas forcément besoin. Non, mais je m'amuse en disant ça. Deuxième question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir une panne d'érection ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, il y a longtemps, mais oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois. 2 fois. Et vous savez pourquoi vous avez, ou pas forcément, et puis de toute façon ça vous a pas inquiété parce que c'était juste momentané? Alors, il me semble, sans certitude, que c'était un manque d'excitation. D'accord, bon. J'avais beaucoup de relations sexuelles avec pas mal de femmes et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, bam.
Ah, c'est intéressant, ça voudrait dire que votre corps, quelque part, vous a signalé que bon, ça va, calme-toi. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, je dis ça, je dis ça comme ça. Mais c'est vrai, c'est peut-être ça, peut-être ça. Bon, et dernière question, puisque vous avez eu beaucoup de relations, est-ce que vous aviez un bon rapport avec le préservatif? Ah non. Oui, ça... Non, pas... malheureusement, ouais, c'est pas... oui, c'est pas très drôle, c'est vrai. C'est très utile, il les faut, mais niveau sensation, tout ça, c'est pas ce qu'il... Ouais, c'est pas... Ouais, j'ai un petit fin là-dessus. Eh bien, vous pouvez poser une question à Claude Parisot, il vous écoute. Alors, bonjour Claude, je vais avoir besoin de vos lumières. Eh bien. Allez-y. Je traverse un petit problème avec... j'ai un petit problème de couple avec ma femme. On s'entend très bien, on est fusionnels, on parle beaucoup ensemble, tout ça. Pas de problème, on n'a aucun problème, vraiment aucun. Mais niveau sexualité, j'ai l'impression qu'on part sur deux chemins différents. Et donc, je sais pas comment réagir. En fait, moi, j'ai l'impression de vouloir avoir d'autres expériences. Et ma femme, elle est en relation classique, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais moi, j'aspire à un petit peu plus. J'ai envie ou besoin, je sais pas lequel des deux exprimer, mais j'avais besoin d'expérience, tout ça. Donc on a essayé un peu, j'ai essayé de la mener un peu dans les boîtes échangistes, tout ça, même s'il s'est pas passé grand chose, ou enfin des petits trucs comme ça, mais elle, je sens que c'est pour me faire plaisir, elle est pas trop dans le truc, et moi je suis dans l'attente. Alors je sais pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je dois arrêter tout ça, attendre, peut-être que c'est juste une passe et après ça va partir, est-ce qu'il faut que j'y aille, je sais pas quoi faire. Là, je vais vous dire ce qu'on fait, en tout cas dans la pratique en Imago, c'est d'aller voir en dessous du problème. C'est-à-dire le problème, on dit nous que le problème n'est pas le problème, dans le sens où qu'est-ce qui fait que et devant avec elle, je dis bien, c'est de lui dire voilà, j'ai envie d'aller avoir d'autres expériences sexuelles parce que ce que ça m'apporterait, ce que j'ai besoin de ressentir. Ce qui est difficile dans notre relation actuellement, c'est vraiment d'aller voir plutôt vous, dans votre relation, de dire votre vérité, c'est-à-dire de dire tout ce qui est en dessous de ça, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, ok, mais peut-être que pour elle. Mais pourquoi ? Est-ce que vous vous ennuyez dans votre sexualité ? Est-ce que vous avez d'autres fantasmes qui sont en train de perturber ? Enfin. Alors. J'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie de tester avec elle. En fait, j'ai bien compris, mais est-ce que vous vous ennuyez actuellement dans votre sexualité avec elle ? C'est pas de l'ennui. Disons que c'est pas forcément de l'ennui. C'est très bien, mais c'est un petit peu trop classique pour moi. J'aimerais bien essayer d'autres choses. Ouais, on peut un peu qualifier ça de nuit, mais c'est un peu péjoratif, je trouve, de dire ça que c'est de l'ennui, quoi. C'est pas vraiment de l'ennui, c'est... Est-ce que vous pouvez expérimenter d'autres pratiques sexuelles, mais sans qu'il y ait d'autres partenaires, si c'est difficile pour votre femme, dans un premier temps déjà ? Parce que vous dites que c'est trop classique, c'est ça que vous avez dit, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Mais libre à vous que ça soit aussi moins classique, c'est-à-dire d'en parler déjà. Est-ce que vous en parlez ? Moi, je trouve que... Oui, on en parle énormément. Mais je pense, Franck, souvent, j'aime bien cette comparaison avec la cuisine. Il faut lui dire, écoute, c'est extraordinaire, on mange très très bien, mais parfois, j'aimerais un peu plus de piment, ou un peu plus d'herbe, ou un peu plus de... Vous voyez, amener les choses sous cet angle-là, parce qu'en fait, c'est ça dont vous avez envie. Vous avez envie de un peu de fantaisie dans votre... Bah oui, mais il faut que vous lui montriez qu'on peut mettre un peu de fantaisie sans que ça soit des choses... Parce que le club libertin, pour des femmes qui n'ont pas envie d'autre chose, c'est trop fort. C'est comme si vous lui faisiez manger tout de suite quelque chose de très 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 pimenté, alors qu'elle n'aime pas ça. Alors que si vous ajoutez un petit jouet, si vous ajoutez d'aller par exemple... mais tout ça c'est fait. Oui, mais alors... J'ai une autre piste, c'est aussi peut-être de la rassurer, toujours aller voir derrière aussi pourquoi elle veut pas, ou si c'est vraiment parce qu'elle ne ressent pas le besoin, ou alors parce qu'elle a peur que vous soyez plus attiré par quelqu'un d'autre et vous partiez, et puis que ça serait un risque. Est-ce que vous parlez de ces choses-là ? Ouais, on en a aussi beaucoup parlé, donc je l'ai rassuré énormément, parce que c'est pas vraiment, enfin, j'ai pas envie forcément d'aller voir ailleurs pour aller voir ailleurs. Moi, ça m'intéresse pas. C'est avec elle que je veux partager ça.
Et elle a peur. Elle me dit j'ai envie mais j'ai pas envie. J'ai envie mais j'ai peur. Et puis elle est bloquée. Elle est bloquée. Je peux la comprendre. Hein. Peut-être aller un peu plus loin dans les peurs, hein, parce que pour moi, j'ai peur de quoi et de vraiment de creuser. Et aller voir un très bon sexothérapeute qui va vous questionner tous les deux et qui va vous aider à dépasser justement les non-dits, les peurs et trouver peut-être ensemble une situation qui pourrait convenir aux deux. Je pense que c'est peut-être vous avez peut-être besoin d'aide en effet. Moi c'est ce que j'aurais dit aussi. Et puis de faire ça et d'aller voir quelqu'un dans ces cas-là. Parce que ça se joue à deux, ça se fait à deux. Merci beaucoup Franck. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, sexothérapeute, auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol, et il vous aide justement à dépasser les problématiques de couple qui font que parfois, on a l'impression qu'on ne s'entend plus, et pourtant, il y a moyen de nettoyer, si je puis dire, tout ça. Et c'est Marlène qui est avec nous maintenant. Bonjour Marlène. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude Parisot. Bonjour Marlène. Je suis encore enchantée de vous entendre et d'écouter tous ces problèmes qu'on a sur les comportements en couple. Parce que on est tous pareils, hein, Marlène. On n'est pas forcément nés pour être tolérants. Et voilà. Donc, moi, j'ai des petits problèmes depuis un petit moment, mais en fait, je pensais que ça allait pouvoir s'arranger, mais je suis pas encore passée à la méthode Imago, malgré que j'ai acheté votre livre, ou un des livres, je sais plus s'il y en avait plusieurs, mais en tout cas j'en ai un qui est sur ma table de chevet, mais je l'ai pas. J'ai commencé les 2 premières pages et mon mari n'a pas voulu faire avec moi, donc du coup je me suis un petit peu vexée. Et du coup il s'est endormi sur la première page, j'étais en train de lire et ça m'a vexée, donc du coup j'ai baissé les bras, bêtement, certainement. Mais du coup, même s'il fait des efforts pour revenir vers moi, j'en fais de moins en moins pour revenir vers lui. Oui, donc vous êtes un peu dans une sorte de surenchère qui est très très néfaste évidemment pour le couple, hein, là. Oui, même pour les enfants. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, c'est un peu classique que les hommes ne veulent pas lire. Ce qui est déjà important, c'est de vérifier. Quand vous lisez, de vérifier s'il est disponible. Parce que si vous posez la question, est-ce que c'est un bon moment pour toi que je te lise, s'il dit oui, je pense pas qu'il va s'endormir, j'imagine. Mais c'est vraiment de demander, parce que s'il n'est pas, puis souvent, on en parle souvent, les hommes, ont un peu peur, ont peur que leur partenaire lise un livre ou veulent lire mon livre, juste pour montrer combien il n'est pas compétent ou combien c'est lui qui a le problème. Et ça, les hommes, dès qu'on les montre du doigt qu'ils sont pas compétents, c'est fini. Ils sont plus là. Ils s'anesthésient, ils se coupent et surtout ils fuient. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez juste envie de mieux communiquer avec lui, de parler de vous. Toujours pareil, parler de soi. J'ai envie de partager ça avec toi parce que j'ai envie de mieux te comprendre, j'ai envie de répondre à tes besoins aussi, j'ai envie de mieux me sentir dans la relation. Parler de soi. Et justement, Marlène, qu'est-ce qui vous manque ? Quel serait votre besoin qui n'est absolument pas satisfait là actuellement ? La reconnaissance. C'est-à-dire ? Être reconnu de pourquoi, comment ? En fait, j'ai l'impression de pas exister. En fait, tout ce que je fais, soit je le fais mal, soit il se voit pas. Donc en gros, voilà, je suis pas la femme qu'il est, tout simplement. Vous voulez dire qu'il vous critique, qu'il vous fait des reproches ? Beaucoup, oui, beaucoup. En fait, même quand il n'en fait pas, il fait pas de compliments. Donc là, ça fait c'est pas la même. Attendez, c'est pas la même chose là. Là, vous êtes en train de tout mettre dans le même sac. Hein. C'est très très différent entre faire des reproches du style tu n'as pas bien fait, c'était pas bon à manger ce soir, et ne rien dire par rapport au repas qui a été servi. Ça n'a strictement rien à voir. Le reproche est en effet à analyser et à ne pas laisser passer. Ne rien dire, il faut demander à ce moment-là si ça lui a plu. En fait, les reproches qu'il me fait en fait depuis 10 ans, c'est d'être. Je fais le ménage, par exemple, un jour, le lendemain, il va refaire le ménage derrière moi.
Alors, il va pas parler, mais rien que de faire le ménage derrière moi, ça veut dire que je l'ai mal fait. Après, par exemple, là, c'est votre attention, Marlène, ça, c'est votre interprétation. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même, c'est pas agréable en tout cas. Et vous lui en avez parlé? Oui, bien sûr. J'ai arrêté de passer le sol. Bah de toute façon, tu sais mieux que moi. Et maintenant, c'est lui qui fait ça. Parce que c'est formidable. Vous avez un homme qui fait le ménage. Quel est le problème? Une fois par mois. C'est pas la quantité qui est nécessaire pour que la maison soit bien. Mais si je le fais, le lendemain, il va le refaire. Donc, je vais pas me fatiguer à faire quelque chose qu'il va refaire derrière parce que je l'aurais fait. En fait, mais Marlène, ce que vous racontez est très intéressant parce qu'en effet, ça signifie. J'ai du mal en fait. Non, mais vous avez raison, ça signifie quelque chose. C'est pas normal qu'il y ait ce besoin de refaire le ménage juste derrière vous le lendemain, alors qu'il ne le fait qu'une fois par mois. Donc ça signifie. En fait, il le fait que si je le fais, mais non, plus maintenant. Mais disons que voilà, à la base, voilà, c'est si je le faisais, il va le refaire parce qu'il se dit que peut-être que j'ai trop travaillé par rapport à lui. En fait, c'est un genre de. Mais peut-être. J'arrive pas à le saisir en fait. J'entends bien, mais oui, j'entends bien, mais vous interprétez immédiatement contre vous, et c'est ça qui est embêtant, parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est un petit peu obsessionnel avec le ménage. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. En fait, c'est que vous êtes chacun dans votre monde, mais qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'à la limite, il passe derrière, vous pouvez vous arranger entre vous. Et par exemple, le partage des tâches, ça fait partie des discussions dans une relation. Qu'est-ce que tu as envie de faire et tout, de dire, voilà, qui fait quoi, et de remettre ça, parce que j'ai l'impression que ça fait plus de 10 ans, c'est ça, que vous êtes ensemble? Non, mais ça fait 10 ans qu'on a tout séparé depuis le début, parce que moi, j'aime bien que ce soit organisé dans une maison et qu'on se marche pas dessus. Donc et puis il y a des choses que j'aime pas que quelqu'un touche. Donc il y a des trucs je suis assez chiante, hein, un peu maniaque, oui. Voilà, je me suis pas cachée, j'ai toujours été un peu comme ça et pas très organisée en apparence, mais organisée en fait. Voilà, c'est un peu particulier. Je suis un peu. Non mais Marlène, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans votre témoignage, et c'est ça qui pose problème, parce que si on n'arrive pas à le comprendre, c'est que quelque part c'est pas clair pour vous. On n'arrive pas à comprendre si vous avez tous les deux des problèmes par rapport au quotidien et au ménage, ou si c'est des mauvaises interprétations de votre part. Non, c'est en fait. C'est quelqu'un qui est hyper serviable dehors, et à l'intérieur de la maison, tout ce que je lui demande, c'est un problème. Et même par rapport à ma famille, il va dire que non, Marlène, vous généralisez, parce qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas serviable à l'intérieur, puisqu'il est capable de faire le ménage. Il y a des tas d'hommes qui sont incapables de faire le ménage. Donc je crois réellement que là, encore une fois, il y a une nécessité essentielle à être en train de communiquer face à un tiers, parce que là, j'ai l'impression que vous en effet, vous ne parlez pas la même langue. C'est ça, et puis si je me base juste sur ce que vous dites, on n'a pas tous les éléments, bien sûr, mais si il est plus serviable à l'extérieur, c'est que quelque part, il se sent pas valorisé dans la maison. C'est-à-dire que peut-être vous lui demandez des choses, mais est-ce que vous avez le ton? Ce qui se passe souvent, c'est que même quand on fait une demande, s'il y a un reproche, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un reproche chez un homme, il va baisser les bras, il va se refermer, et puis il va aller chercher la reconnaissance ailleurs. Donc il va valoriser les autres plutôt que la maison. Et souvent quand ça arrive, c'est parce qu'il a l'impression, en tout cas lui, qu'il se sent critiqué aussi. Donc il va critiquer, et ça c'est le cercle vicieux, mais il faut voir que ça se joue toujours à deux. Oui, et on entend bien, Marlène, à quel point vous êtes très dans la critique aujourd'hui par rapport à cet homme. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est plus qu'urgent, je pense, d'aller consulter tous les deux pour essayer d'aplanir tout ça, parce que sinon je pense que ça va continuer crescendo. On fait une petite pause, le temps des infos, une petite devinette. Comment on appelle un papa rigolo? C'est la réponse après les infos, évidemment. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à évoquer l'effet miroir avec Claude Parisot, qui est avec nous, sexothérapeute, auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol. C'est dans ce livre où vous expliquez le principe de la thérapie imago. Alors, on entend évidemment depuis 14 heures comment c'est compliqué de parler de soi, comment c'est compliqué de découvrir réellement pourquoi dans le couple il y a quelque chose qui ne va pas.
Et on va continuer dans cette deuxième heure, évidemment. Avant de donner la parole à Baptiste, Claude Parisot, est-ce que vous pourriez me donner la réponse comment on appelle un papa rigolo? J'ai réfléchi, je trouve pas. Un père spirituel. C'est con, hein. Mais bon, c'est toujours des devinettes, c'est comme ça. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Parisot. Bonjour. Merci d'être avec nous Baptiste. Merci à vous de m'accueillir dans votre émission. Ben, c'est un plaisir. Alors racontez-nous, où en êtes-vous? Eh bien, avec ma femme, nous sommes en thérapie depuis le mois de septembre dernier. Oui. Donc il y a des hauts et des bas, mais disons qu'on est dans l'ensemble dans une situation stable, on va dire. Là, on a fait une pause thérapeutique et donc on continue au quotidien à essayer de s'entendre, de s'ajuster. Maintenant, tout n'est pas résolu et d'ailleurs, j'ai offert le livre de Monsieur Parisot à mon épouse pour les fêtes de fin d'année qui sont passées. Elle est actuellement en train de le lire. Moi, je l'ai pas encore lu. L'idée, en fait, c'était qu'elle le lise et que je sais que le livre est en 2 parties. Il y a la partie théorique au début et il y a des parties, il y a une partie pratique dans la deuxième partie, des exercices à réaliser en couple. Et donc, j'attends cette partie-là pour qu'on puisse exercer, faire ces exercices-là et essayer d'avancer mutuellement. Continuer à avancer. En tout cas, Baptiste, vous semblez motivé dans le fait de sauver votre couple et d'évoluer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi le problème? Oui, merci Claude de poser la question. Le problème, c'est que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ouais. On a 2 enfants. Oui. Le quotidien, la routine, principalement les reproches que j'ai pu entendre, c'est le manque d'investissement concernant le quotidien et les enfants. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc c'est vrai que je suis pas toujours présent. Et en fait, elle m'a annoncé au mois de septembre qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi. Donc ça a été le début de la crise, en fait. Mais en tout cas, vous avez réagi et elle a accepté d'aller en thérapie. Oui. Ce qui est plutôt bon signe. Oui. Il me semble, Baptiste, que comme beaucoup de couples, malheureusement, vous vous êtes laissé un petit peu envahir par la routine. Elle a plus l'impression d'être séduite, plus de surprise, une sorte de quotidien qui l'a fait aussi prendre conscience qu'elle était peut-être un peu trop seule. Enfin, détrompez-vous, Brigitte. Je vous écoute régulièrement. Tant mieux. Je vous écoute régulièrement et donc j'ai toujours des conseils justes et judicieux de votre part et de vos invités aussi. Donc je mets en pratique ce que je peux entendre dans vos émissions. Et non. Alors c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais non, j'essaye toujours d'être dans la surprise, d'être dans les attentions. J'essaie de communiquer de la bonne manière, mais je m'aperçois en fait que je pense que dans une crise, chacun a sa part de responsabilité, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il faut être 2 aussi dans la phase de réparation. Et j'ai l'impression que, mon ressenti par rapport à la situation, je m'aperçois que de sa part, en fait, il y a un manque d'envie. J'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose, en fait, et que... Est-ce qu'on pourrait dire, elle a quel âge votre femme aujourd'hui? Elle a 2 ans de moins que moi, j'en ai bientôt 43, donc elle a eu 40 ans au mois de mai dernier. C'est ce que je pensais, parce que comme ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, on est dans la crise de la quarantaine, il y a une sorte de bilan plus ou moins inconscient qu'elle a certainement fait au mois de septembre. Elle a certainement perdu un peu son élan vital. Et souvent, quand on perd un peu son élan vital dans le couple, on croit qu'on n'aime plus la personne avec qui on est, alors que ça n'a rien à voir. C'est la connexion. Mais souvent, le compagnon, c'est le bourreau, c'est celui qui est en première ligne. J'ai l'impression de prendre tout dans la gueule en ce moment. Le bouc émissaire, on va dire, parce que le bourreau, c'est un peu dur quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez choisi, je vais faire l'autosatisfaction, mais dans ce livre-là, c'est vrai que nous on dit toujours, on perd l'amour, on perd pas l'amour,
on perd la connexion. Donc vous êtes déconnecté, c'est ce que vous dites. Et le but, c'est de retrouver la connexion et de se redécouvrir et peut-être se découvrir, parce que de mon expérience, les couples se connaissent pas tant que ça. On parle pas tant que ça de nos vraies aspirations, souvent par peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre justement à se dire les choses. Même des fois, la crise sert à ça, c'est-à-dire se dire les choses le plus possible en parlant de soi, mais aussi d'aller dans ses frustrations, dans ses colères. Et des fois, c'est bien d'être accompagné pour pas se faire trop de mal non plus si on n'y arrive pas. Mais c'est vrai que là, je propose des exercices concrets pour se reconnecter et se parler. Donc, c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Vous avez j'ai hâte de passer à la deuxième partie du livre. Ça va venir. Mais vous avez des projets communs qui vous excitent tous les deux? Parce que ça, c'est nécessaire pour un couple. On a une maison, on a une famille, enfin on a des enfants. Non, c'est pas suffisant. Non. Ça, c'est malheureusement ce qui j'allais dire, aggrave la routine. Oui. D'accord. Donc vous parlez en fait de un projet commun. Alors ça peut être un sport avec l'un qui fait de la compétition, avec donc des motivations. Ça peut être une association, de la politique, des voyages, un art. Vous allez, par exemple, les couples qui adorent aller au théâtre, ou du libertinage. Enfin, je veux dire, la liste est très très longue. Oui. Mais si on n'a pas de projet commun qui nous emmène vers l'avenir. Vous voyez, à un moment donné, l'élan vital, il s'endort un peu. En fait, Brigitte, les enfants en fait prennent beaucoup de place. Je sais bien. Ça aussi, j'en ai parlé. C'est vrai que les projets communs, on les a quand on les a pas. Donc quand les enfants partent chez les grands-parents, donc en général c'est 1 à 2 semaines par période. Donc là oui, on se retrouve, on va au théâtre, on fait des restaurants, on fait beaucoup d'activités communes parce que il y a plus de place pour nous deux. Mais je m'aperçois qu'en fait le quotidien et les enfants ont pris le dessus sur le couple et c'est là où en fait on s'est un peu perdu en fait. Donc les phases où on se retrouvait, je pensais que c'était suffisant, mais là je m'aperçois que non. Et donc il faudrait peut-être l'intégrer dans le quotidien. Et là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors il me semble, encore une fois, on n'a que votre témoignage, mais il me semble, vous, Baptiste, tout va bien. Vous avez encore cet élan vital. Vous êtes encore heureux avec cette femme. C'est elle qui a quelque chose qui est un peu endormi. J'ai envie de vous dire, il faut réveiller la belle au bois dormant là. Mais il faut qu'elle sache quel serait le désir qui peut lui redonner envie avec vous de rebondir, voyez. Et c'est pour ça que j'allais vous dire, là, il faudrait comme elle ne sent plus le lien, quoi, en tout cas, elle a l'impression que, qu'elle ne le ressent plus, c'est vraiment, même la thérapie, c'est assez long, c'est un coup de fouet. Moi, je pense à des stages, on fait des stages de par exemple de 4 jours, où là, il y a un avant et un après, où on se reconnecte vraiment, et on sait à la fin si on a envie de rester ou pas ensemble. Mais on reste pas parce qu'il y a des enfants, c'est vraiment, on se dit les choses, et là, il y a des vraies transformations. Mais ça demande un coup de fouet, c'est ça qui vient là. Oui, parce que vous êtes en thérapie à quel rythme depuis le septembre? Ils ont arrêté. Là où on a fait une pause, mais depuis septembre, on était à peu près à une séance par mois. C'est pas une thérapie, je suis désolé. On a dû faire à peu près, je pense, on a fait, je crois, 4-5 séances collectives, et on a fait une séance chacun individuelle pour faire un peu un point sur chacun en fait. Oui, donc vous avez peut-être dit un petit peu des choses qui sont très apparentes, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faudrait qu'elle découvre, c'est-à-dire quel désir réel peut-elle avoir encore pour que votre couple retrouve son moteur, quoi. Vous voyez ? D'accord. Donc... Et puis quoi qu'il advienne, vous avez des enfants ensemble, vous resterez toujours en lien avec les enfants, donc c'est important de le faire, ce travail, pas de se cacher, parce que beaucoup de couples ne font pas ce travail-là, et puis ils préfèrent laisser la relation s'éloigner, puis on se sépare, mais après ça continue avec les enfants. Tout ce qui n'a pas été dit dans la relation, on va se le dire avec les gardes d'enfants, avec toute la colère, elle va ressortir à ces moments-là, donc c'est vraiment important d'aller en profondeur, de voir qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné. Et Monsieur Parisot, donc vous nous conseillez ce stage de 4 jours pour aller au plus profond des choses ? Oui, c'est pas au plus profond, ça fait un vrai coup de fouet, et puis ça vous fait. C'est un électrochoc en fait, en quelque sorte, Baptiste. Parce que ce qu'il faut
quoi qu'il en soit. Après, moi, je dis pas qu'il faut absolument qu'on le fasse en couple, mais il faut que chacun ait des passions, des désirs pour continuer à se sentir vivant. Sinon, les enfants, le couple, la maison, c'est une sorte de routine qui endort. Et quand on n'a plus ce désir de vivre, on peut en reprocher à l'autre. Et comme vous l'avez dit très justement, Baptiste, je pense dans votre histoire, vous êtes un peu le responsable de quelque chose qui parle d'elle, me semble-t-il. Maintenant. Et dans le livre, je dis, il y a 4 piliers. C'est le projet, comme vient de dire Brigitte. Il y a pas le pilier, la vision, c'est-à-dire le projet commun. Il y a la tendresse, il y a la sexualité, il y a la communication. S'il en manque un, c'est déjà compliqué, mais s'il y en a 2, la chaise, elle se casse la figure. Et là, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Eh bien, Baptiste, prenez des notes, réécoutez tout ce qu'on vous a dit, et puis vous. Je vais écouter l'émission en podcast avec mon épouse. Très bien. Je pense que ça pourra nous aider aussi. Je vous en prie, on est là pour ça. On est là pour vous aider. Merci. C'est nous. Merci, Baptiste. Au revoir, Baptiste. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Claude Parisot à vous faire regarder dans le miroir l'un et l'autre pour essayer justement de dépasser les défis du couple. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Christophe. Voilà, moi c'est, on va dire que au début ma relation c'était plutôt, j'avais vu ça comme une relation de pansement que je l'appellerais. Je sortais d'une relation un peu difficile. En gros, mon épouse, elle était intéressée par moi. J'ai dit pourquoi pas, ça m'aidera à oublier l'autre personne, et ça fait 24 ans que ça dure. D'accord. Écoutez, pour une relation pansement, si ça dure depuis 24 ans, c'est que c'est pas, c'est pas mal. La rééducation a été bonne. Ouais, mais en fait, voilà, je me suis attaché à la personne. Elle a su faire en sorte que je m'attache à elle. Et après, moi, j'ai pris le temps de la découvrir. Mais c'est vrai que au début, c'était pas du tout ce que j'avais dans mes plans, en fait. On voit des fois les plans, il faut pas s'y tenir. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle l'amour, ce que vous décrivez. Vous avez appris l'amour. Parce que l'amour, c'est pas le sentiment amoureux, les papillons au début, tout ça. Ça, c'est le sentiment, c'est la période romantique. Mais l'amour, c'est ce qu'on construit au fur et à mesure. Et vous voyez, c'est parce que c'est la tête qui s'attend à des choses où alors on a des critères. Mais l'amour, c'est un chemin. Et vous, a priori, dans ce que vous dites, en tout cas pour le moment, ça a l'air d'être ça le chemin. J'ai l'impression, Christophe, pour que tout le monde comprenne bien, et vous allez me dire si c'est ça, j'ai l'impression qu'ensemble, vous avez découvert une vraie sécurité affective et vous êtes tous les deux dans une relation qui fait que vous vous sentez en sécurité l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pouvez vous avancer ensemble. Enfin, c'est vrai, Claude, vous avez raison, c'est un peu ça l'amour quand même. Oui, on a découvert, c'est vrai que on se soutient régulièrement, et c'est vrai que ces blessures, j'arrive à les combler et vice versa. C'est vrai que, mais c'était pas, en fait, je veux dire, à la base, je la voyais pas comme ça, quoi, en fait. Oui, vous n'avez pas eu de coup de foudre, ça, on a bien compris. Mais vous étiez vous aviez peut-être vécu une histoire, certes très passionnelle, mais qui vous a beaucoup détruit, en tout cas un petit peu cassé. Oui, non. Et puis tout d'un coup, vous avez rencontré cette femme qui tout doucement vous a réparé, vous a apaisé, et puis finalement, il vaut parfois mieux être dans une relation comme ça, certes moins fulgurante au départ, mais qui sur la durée est très 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 apaisante. Oui, mais après voilà, c'est le problème, c'est qu'elle va me dire, des fois elle me dit oui, ça serait moi ou une autre, ce serait pareil, parce que finalement au début t'étais pas plus attiré que ça. Mais bon, après pour rattraper un début comme ça, c'est pas facile. Et aujourd'hui, après 24 ans, vous avez... Après, il y a toujours... Alors, peut-être son caractère, mais il y a toujours des moments où il y a toujours la question, est-ce que tu m'aimes vraiment, quoi. Et j'ai dit, mais après tout ce qu'on a traversé, si t'as pas la réponse,
j'ai beau te le dire, mais si tu l'entends pas. Alors, Christophe, vous allez pouvoir lui dire quelque chose. On en a parlé la semaine dernière avec Hélène Vécali, qui a sorti un livre sur les sauveurs. Vous allez lui dire, tu as voulu me sauver parce que tu as un terrible besoin d'être aimé. Et donc, tu m'as sauvé et je peux te rassurer, je t'aime terriblement. Ah ouais, c'est magnifique. Mais c'est les mots qui me manquaient, que je cherche depuis 24 ans, on va dire. Et peut-être aussi lui poser la question, qu'est-ce qui ferait qu'elle se sente aimée? Parce qu'il y a peut-être aussi les langages d'amour. C'est-à-dire que dans ce que j'entends, voilà, si elle dit moi ou une autre, ça serait pareil. Ça m'interpelle toujours ce genre de choses. Est-ce que elle se sent pas aimée ces derniers temps? Est-ce que c'est à cet endroit-là? Non, c'est qu'elle n'a pas confiance à elle. Je pense que le fait qu'elle n'a pas été élevée par ses parents, elle a été élevée par ses grands-parents. Le fait que voilà, là, c'est peut-être je me trompe, peut-être c'est une peur de l'abandon, je sais pas. Le fait que si moi je la rejette. Mais est-ce que vous lui dites que vous l'aimez de temps en temps, oui, je le dis, oui. Sans qu'elle vous le demande, hein, j'entends. Ah oui, je le dis, oui. Mais est-ce que c'est ça, c'est son langage? Parce que, alors moi, si on me dit ça, moi personnellement, j'ai tellement reçu de l'amour comme quelque chose qu'on prend et pas qu'on donne. Ça tout dépend des langages. Si elle, c'est pas son langage, vous l'avez déjà demandé, qu'est-ce qui ferait qu'elle se sente aimée plus? Qu'est-ce qui fait dans la relation qui fait qu'elle se sente aimée? Ça, je pense que c'est une question c'est l'exclusivité, je pense. C'est le fait que, même si on a des enfants, tout ça, c'est que en fait, je rends service à elle d'abord avant de rendre service aux autres. Et encore, aux autres, j'ai pas le droit de rendre service parce qu'en fait, ça l'embête. En fait. Elle a besoin d'être la personne la plus importante pour vous, c'est ça? Je pense, ouais, ça, mis à part les enfants, bien sûr. C'est la seule parenthèse qu'elle donne. Voilà, si je rends service à des collègues, ça passe de temps en temps, mais pas trop souvent. Elle a l'impression que c'est quelque chose qu'elle n'aura pas eu, c'est ça? Un peu, sûrement, ouais. Oui, donc ça doit traduire un manque d'estime d'elle-même, oui. Ça me paraît évident. C'est normal, hein. Au début, elle a beaucoup ramé, vous ne l'avez pas spécialement admiré, désiré. C'est quand même ce qui nourrit beaucoup les femmes, hein, d'être... Moi, je pense qu'il faudrait peut-être lui dire plus souvent que vous la trouvez belle, que vous la trouvez mignonne, enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Je pense que c'est ça dont elle a besoin. D'accord. Ou même tous les jours, moi je propose souvent au couple de se faire une appréciation par jour. C'est pas long, chacun. Une chose que j'ai appréciée chez toi aujourd'hui, c'est tous les jours une chose. Et ça aide, ça nourrit. Et quelque chose de précis, pas quelque chose de vague, hein, quelque chose qu'on peut filmer. Quelque chose que, vraiment, j'ai apprécié que quand t'es passé à côté de moi, que tu m'as souri cet après-midi. Et quelque chose de vraiment... Et chaque jour, il y a toujours des petites choses. Et ça nourrit vraiment... la gratitude, hein, lui dire merci si elle a fait quelque chose pour vous, lui dire tiens, ça te va bien cette couleur, enfin vous voyez des petites... Oui, le petit mot sur le frigo, c'est des trucs qui se font toujours plaisir. Quand elle découvre un mot que j'ai laissé sur le frigo, un petit mot sympa, et même si elle découvre 4 jours après, elle a découvert et fait mais si tu écris ça quand tu t'ennuies ou quoi? Et après ça lui fait plaisir, mais je pense que vous l'aimez et qu'elle elle a tort de douter, mais en même temps, comme beaucoup de personnes, vous n'arriverez jamais totalement à la convaincre tant qu'elle n'aura pas travaillé elle-même sur son estime d'elle-même, et ça, c'est une autre histoire, évidemment. Vous me l'enlevez de la bouche. J'allais dire, si elle continue, même si vous faites plein de choses, et que malgré ça, elle continue de pas se sentir aimée, c'est vraiment l'invitation d'aller se faire accompagner, parce que sinon, quoi que vous fassiez, ça sera jamais assez. Exactement. Merci en tout cas Christophe, merci beaucoup. On va continuer avec un Love Conseil, le défi du couple. Vous allez voir, Claude Parizeau, de quoi je parle. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Claude Parizeau, pour moi, je vais vous parler du plus grand défi du couple. Parce qu'en fait, il faut quand même conjuguer des choses assez contradictoires, parce que d'abord la liberté et l'amour, c'est pas forcément tout à fait similaire, hein. Donc on peut avoir envie de fusionner, mais si on reste trop collé à l'autre, on a le sentiment de perdre sa liberté. Donc il faut trouver le juste milieu entre le sentiment qu'à deux on est plus fort, mais que malgré ça on reste soi, on reste libre. Premier paradoxe, hein. Complètement. Vous êtes d'accord? Je valide.
Deuxième paradoxe, légèreté et profondeur. Une relation, ça se construit sur le long terme, avec des projets sérieux, une sensation d'assise. Et en même temps, il faut rester ludique, léger, s'amuser comme si on était encore des adolescents. Et c'est d'autant plus dur lorsque l'on est parent, puisque on perd quand même beaucoup de cette légèreté quand on est parent. Voilà, pour moi, c'est les deux grands défis du couple. Mais vous en voyez peut-être un troisième, je ne sais pas. Le défi du couple, c'est de rester connecté, oui, à travers tout ça. Mais non, je vois pas tout de suite, mais... Mais c'est vrai que c'est déjà deux grands défis, hein. C'est pas évident de continuer à être dans la légèreté, dans la surprise, dans le fait de se découvrir. Au bout de 20 ans de vie commune, on a l'impression qu'on se connaît par cœur, ce qui est faux, parce qu'on découvre on se connaît même soi-même, on découvre toujours des choses sur soi, donc sur l'autre évidemment, mais on a l'impression comme ça qu'on se connaît par cœur, quoi. Le défi, c'est vraiment de rester connecté. Connecté, ça veut dire tous les jours une petite attention. Des fois, c'est pas beaucoup. Les couples ont l'impression qu'il faut faire beaucoup et puis qu'on travaille. On n'a pas le temps. C'est pas une question de temps. C'est une question. Ça s'apprend. C'est comme le sport. C'est comme. C'est facile avec un potager. Tu vois, quand on parle du potager, on va l'arroser toutes les semaines. Si on l'arrose pas, il y a pas de fruits. Et on enlève les mauvaises herbes. Et c'est ça. Mais je trouve que l'image, elle est vraiment bien parfaite. Sûr. Et le couple, c'est pareil. Mais comme il y a l'intimité qui rentre en compte, il y a des freins, il y a des résistances. Et c'est ça le chemin, et c'est pour ça que c'est pas le chemin le plus fréquenté, comme dirait Scott Peck. C'est pas le chemin le plus facile, mais il est indispensable. Sans ça... Je crois que, et on le répète suffisamment dans cette émission, donc ceux qui nous écoutent le savent, mais il suffit pas de s'aimer pour que le couple dure, bien au contraire. Surtout aujourd'hui, avec les familles recomposées, on le voit, il y a beaucoup d'amour, mais des fois c'est vraiment... C'est difficile. Tellement, bien sûr, c'est très difficile. David, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Claude. Bonjour David. Alors David, vous êtes en couple depuis combien de temps ? Là, ça va faire 8 ans. Ah, c'est déjà pas mal donc. Oui, 8 ans. Et j'étais précédemment, j'étais marié pendant 20 ans aussi avec ma femme précédente. Donc j'ai eu deux expériences assez longues. Et donc quand vous dites est-ce qu'il y a un effet miroir ou etc. Oui, dans les deux cas, il y avait beaucoup de piliers qu'évoquait votre invité Claude présent. Mais il y a deux choses aussi fondamentalement qui ont changé dans les deux relations. En tout cas, comme elles se sont développées et inscrites. C'est moi, tout simplement, qui ai un peu changé dans les deux cas. Et on va dire que j'ai un peu le syndrome, j'aurais dû participer à votre émission la semaine dernière sur le sauveur, parce que j'ai un peu ce syndrome-là, mais on va dire que dans le précédent mariage, j'avais presque quelque chose de pas sain qui s'était fait presque dès le début. Autour, je te sauve, tu te noies, mais comme je t'ai pas bien sauvé, tu te noies encore plus. Enfin bref, une sorte de relation un peu toxique, un cercle vicieux installé qui a perduré. Et bon, on s'en est sorti, et c'est d'autant plus difficile de s'en sortir, d'arrêter la relation quand il y a beaucoup d'éléments de piliers qui sont présents. On a du mal à se dire non mais regarde, il y a quand même les enfants, il y a quand même la maison, il y a quand même la vie qu'on a réussi à bâtir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient en commun et qui étaient partagées, mais il y avait une sorte de mal-être initial qui disait qu'on n'arriverait jamais finalement à être serein. Je crois que et aujourd'hui je suis serein dans la relation depuis 8 ans parce qu'il n'y a pas du tout cela. Même si je me ressemble et même si je reste un peu sauveur, eh bien il y a comme c'est beaucoup mieux inscrit dans des relations plus matures. Je veux dire, on ne m'attend pas pour disons elle ne m'attend pas pour que je la sauve d'elle-même. Voilà, c'est ça, c'est pas indispensable de la sauver, elle est quand même à peu près autonome. Debout. Exactement, mais même comme tout être humain, elle a ses faiblesses, et comme les miennes, j'ai mes faiblesses, où j'ai des besoins d'attention, mais voilà, il n'y a pas quelque chose presque, dans l'autre cas, il y a presque un système... ça voudrait dire, David, que vous avez quand même tiré des leçons de la première relation, c'est-à-dire que vous avez compris, vous aimez... parce qu'on a le droit d'aimer sauver, enfin d'aider l'autre, parce que le mot sauveur est peut-être un peu fort, mais si c'est un puits sans fond, si l'autre de toute façon ira toujours mal, on est face à son propre échec, et en général on n'aime pas ça, donc mais vous avez visiblement appris de votre première relation, puisque vous n'êtes pas reparti dans exactement à l'identique. Exactement, et alors en écoutant souvent vos émissions,
et les questions que vous posez aux personnes qui interviennent, forcément, je me projette aussi. Je me pose la même question que vous lui posez. et souvent, il y a quelque chose qui revient lorsque vous vous interrogez sur qu'est-ce qui a fait qu'on est en couple, parce que je crois que pour vous, il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a souvent beaucoup de... Si la relation ou la rencontre est un peu hasardeuse, le fait que ça matche ou pas, il n'y a pas de hasard, même si on ne le voit pas forcément. Et je pense que ce qui a changé chez moi, c'est tout simplement aussi la place que je pouvais laisser à l'autre. Alors je veux dire, c'est assez paradoxal et je n'ai pas travaillé plus que ça, mais ce qui a changé, c'est que entre-temps, j'ai perdu ma maman et quelque part, je pense que le fait d'avoir perdu ma maman faisait que je pouvais laisser rentrer quelqu'un d'aussi bien que ma maman dans ma vie. Je ne sais pas comment dire ça. C'est très bien dit. Oui. Je crois qu'on a tous compris, David. Alors qu'inconsciemment, peut-être que dans la première rencontre, je cherchais plutôt quelque chose qui permettait de couper sans vraiment couper et prendre quelqu'un qui n'était justement pas vraiment dans le même. Alors, ce que j'ai juste envie de dire, mais vous savez, c'est mon côté psy. J'ai juste envie de dire que vous avez perdu votre maman, certes, mais c'est peut-être pas ça qui a été le déclencheur. Le déclencheur, c'est que vous avez grandi et que le petit enfant, le petit garçon, il a plus besoin de sa maman. Et donc, il peut prendre une femme. Alors, quand je dis, c'est que oui, il peut prendre une femme, mais je vais prendre quelque chose de très simple. Si on me demandait de qualifier ce qui me plaît dans ma relation au quotidien, c'est la capacité d'émerveillement de ma femme. Enfin, je dirais, je lui fais quelque chose à manger, elle va trouver ça incroyablement bon. Je vais prendre de l'attention pour elle, elle va trouver ça merveilleux. Si elle vous admire, admiration. Le couple est sauvé. Voilà, non, mais ça peut paraître, mais c'est très important et ça ne fait pas précédemment. Mais je pense qu'après, quand j'ai j'étais un peu la 7e merveille du monde pour ma maman. Donc j'avais cette relation-là et tant que je l'avais, finalement, j'en avais pas besoin d'une autre, peut-être aussi. Vous voyez, alors que il y a ça, mais... et de laisser la place, surtout, peut-être potentiellement de me dire, voilà. Et c'est peut-être aussi lié à vous. Peut-être lié à vous, parce que quand on veut sauver autant quelqu'un, c'est nous qu'on essaye de sauver. C'est plus facile de sauver l'autre. Ça évite de regarder chez soi. Mais vous avez certainement mûri aussi, et vous êtes capable de répondre à vos propres besoins aussi, ce qui fait que vous avez moins besoin de sauver. Peut-être aussi. Parce que si c'est toujours aussi chez soi. C'est pas toujours chez l'autre. Mais complètement. Non, mais j'ai bien compris que c'était chez moi. Brigitte le dit souvent. Quand les gens, j'ai eu toujours tendance à vouloir comprendre pourquoi ça n'allait pas chez ma femme. Qu'est-ce qu'elle est, comment je peux la qualifier, et j'ai jamais réussi. Mais finalement, c'était pas ça le plus important. Le plus important eût été à l'époque de bien me concentrer sur et qu'est-ce que je fais là en fait, et c'est quoi mon ressort et c'est quoi ma motivation. C'est sûr. Et vous avez trouvé aujourd'hui pourquoi vous aviez choisi cette femme qui avait vraiment besoin d'être sauvée visiblement? Mais qui n'était pas sauvable? Je pense qu'il y avait, comme régulièrement, il y avait quand même des tentatives de la sauver. C'est quelque part ça me valorisait. Je pense qu'il y avait aussi chez moi, malgré tout, aussi, ça j'ai pas trop trouvé l'origine, mais peut-être un manque d'estime chez moi. Donc elle confortait aussi ça, quelquefois en étant un besoin d'être aimé, sans doute aussi. Oui, bien sûr, un besoin d'être aimé certainement, mais le côté acide qui vous fait des remarques, oui, ça prouvait bien que j'étais pas aussi bien que je voudrais l'être et que oui, j'étais entre guillemets. Donc il y a ce côté confiance en moi qui est à la fois aurait voulu être compensé, mais aussi que j'aimais entretenir finalement ou me conforter à dire tu vois Patrick, t'es pas super, ou David machin, tout ça va pas bien. Et là, quand j'étais dans ce domaine-là et quand j'étais dans ce côté acide, je dirais. Ça validait le truc que je méritais peut-être pas le bonheur quelque part, et donc j'étais à ma place. Alors qu'aujourd'hui, je pense que je mérite le bonheur, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est plus il y a de l'estime on a de l'estime de soi, moins on va avoir envie de sauver l'autre, parce que c'est comme si vous avez aidé votre petit garçon à l'intérieur à grandir progressivement. Oui, je pense que, franchement, David, je pense que vous avez fait un bon travail personnel. Vous êtes aujourd'hui beaucoup plus mature, plus adulte, et donc forcément, la vie à deux est plus facile, parce que c'est sûr que quand on est deux adultes, on arrive quand même à peu près à parler le même langage. Quand on est encore deux enfants blessés, c'est forcément difficile. Donc, oui.
c'est mieux maintenant. Donc quelque part, oui. l'âge a quelquefois quelques avantages. Et le temps passé, quand on arrive à progresser, vous savez, David, si on travaille sur soi, si on consolide son monde intérieur, l'âge nous rend, on est plus heureux au fur et à mesure. C'est quand on reste aveuglé et qu'on se continue à se taper la tête contre les murs que c'est difficile de vieillir, parce que là, on perd de l'énergie et on n'a plus. C'est tout, mais visiblement, vous avez. Écoutez, continuez comme ça. Oui, bonne continuation. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci David. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, l'effet miroir, on en parle avec vous. Vous êtes sexothérapeute et je rappelle le titre de ce livre, Réenchanter son couple. C'est aux éditions Erol, dans lequel vous expliquez ce qu'est la thérapie Imago, qui consiste donc à exprimer clairement ce qu'on désire, ses besoins à l'autre. Mais je bien dit clairement, c'est peut-être ça le mot le plus important. Arnaud est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Claude, bonjour Brigitte. Bonjour Arnaud. Merci de me recevoir. Je vous en prie, on vous écoute, allez-y. Je trouve que la question est pas facile, parce que par expérience, je dirais que j'ai eu les deux partenaires, une personne qui me complétait. Et je mettrais des symboles. Il y a un côté, je dirais, solaire pour moi, et un côté lunaire que je peux symboliser pour la fille. Et donc du coup, il y a une forme de complémentarité. Et je dirais que ça peut, faire un espèce de complétude dans la différence. Mais je dirais que le plus important pour moi, c'est d'homogénéiser quand même sur des grands axes de vie, je dirais. Et c'est en ça où il y a un peu un équilibre à trouver, je dirais. À la fois dans une différence qui va nous apporter pour une plénitude, et d'un autre côté, je dirais une conviction commune. Oui, bien sûr. On va pas vivre avec quelqu'un qui est exactement comme nous. Et d'ailleurs, parfois, les différences sont galvanisantes. Mais il faut quand même aller dans la même direction. Mais dans vos rencontres, en général, quand vous disiez que c'était pas facile par rapport au miroir, que vos partenaires étaient différentes, mais c'est quoi qui vous attire chez une femme, par exemple ? Je dirais son côté très féminin, très sensible. Le côté où je pense que il faut, moi, pour avoir un côté un peu dominant, je dirais que au niveau des caractères, il faut que ça puisse s'homogénéiser, mais qu'il y ait quand même une sorte de... Comment expliquer ? Une sorte de valeur commune quand même. Il faut pas qu'il y ait trop une grande différence. Enfin, selon moi, je dirais que c'est pas l'opposé. Vous voulez dire que vous avez besoin d'avoir la même éthique ? Alors ça, oui. Les valeurs communes, c'est important dans un couple. Il y a des valeurs qui ne se discutent pas dans un couple. De toute façon, quand sur certaines valeurs on est totalement à l'opposé, c'est très compliqué. Oui, je crois, selon moi, mais voilà, ce que je recherche, moi, chez une fille, c'est, sa féminité, quelque chose de très doux, très sensible, et voilà, et pas parce que moi, effectivement, je suis quelqu'un de très dur mais au contraire, donc je pense que là, il y a une certaine homogénéité à chercher, selon moi. Après, une différence dans le sens où moi, j'ai besoin d'une fille, que ce soit quelqu'un de féminin, de doux, et moi, je m'occupe de toute la partie un peu dure. Oui, etc., mais par exemple. Et en même temps, si vous choisissez quelqu'un de féminin, de doux, comme vous dites, c'est parce que il y a cette partie-là en vous. Mais c'est plus facile de l'avoir chez l'autre, c'est ça l'effet miroir. C'est-à-dire que vous présentez comme quelqu'un de dur, moi je suis pas sûr, déjà rien qu'à votre voix. Oui, ça, on est d'accord. Voilà, c'est qu'il y a de la douceur, et qu'il y a de la douceur, et toutes les parties que vous aimez chez l'autre, c'est des parties qui sont niées chez nous. Il faut savoir qu'on ne peut voir que ce qui est en nous, même si on les voit pas nous-mêmes. Et ça, c'est dans ce sens-là, l'effet miroir, oui. Et ça, c'est important de le reconnaître. Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis, je viendrais compléter une espèce de forme de féminité chez moi et qu'elle viendrait, entre guillemets,
resplendir et je pense que ça peut être quelque chose qui peut me nourrir. Et je me permettrais peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être que la manière dont vous dites je suis quelqu'un de dur, je pense que c'est parce que vous avez dans la croyance ou ça vient de votre éducation qu'il faut qu'un homme ça soit quelqu'un de solide, de dur, de costaud. J'ai déconstruit entre guillemets cette valeur-là, même si oui, elle est un peu ancrée dans mon système d'éducation familiale, mais vraiment c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, le fait de se dépenser, ou par exemple je peux travailler sur des chantiers, où je peux aller dans ce côté un peu dur, dans le sens viril. Mais très bien. Aimer quand même ça et pour moi c'est pour ça que je l'ai identifié comme ça ou je l'ai défini comme ça, mais il n'y a pas de et je pense donc du coup aimer ce côté un peu plus doux en fait dans l'approche de la féminité. Je cherche pas quelqu'un qui, par exemple, une fille qui sait bricoler, ça m'intéresse pas vraiment parce que moi-même je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu cet esprit de complémentarité et en même temps d'effet miroir selon moi, la douceur. Tout à fait. Ça, c'est plus dans le conscient. Les facteurs, elle est moi, je suis bricoleur, je cherche quelqu'un qui est pas bricoleuse, ça, c'est chercher consciemment. Après, l'effet miroir se fait plus dans l'inconscient. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était le fait que, vous aimez les femmes féminines et douces, c'est les parts aussi féminines qui ont besoin certainement d'être décongelées en vous. Et vous allez les chercher chez l'autre parce qu'elles vont vous aider inconsciemment. Tout ça, c'est ce que j'imagine. En tout cas, c'est des. Ouais. C'est totalement ça. Je pense que vous avez entièrement raison là-dessus. Et vous êtes en couple en ce moment, Arnaud? Ouais. Et voilà, il y a, en fait, il y a un peu le mix de la complémentarité et de l'homogénéité, selon moi. Voilà. Et votre couple, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? 4 ans. Oui, donc déjà, vous avez déjà bien avancé, j'imagine. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais après, oui, je pense que c'est surtout été le chemin de plusieurs expériences, je dirais plus, qui m'a un peu dirigé vers une forme de savoir ce que j'avais plutôt envie, faire quoi, aller quoi. Parce que j'ai eu l'expérience où ce qui est un peu drôle, c'est que il y avait des filles où, par exemple, je sais pas, moi, sexuellement, c'était beaucoup plus instinctif, animal et presque naturel, dans le sens où on se complète très très bien, mais par contre sur les valeurs, là ça pêchait. Par exemple, c'était un très bon coup d'un soir, même de plusieurs soirs, où sexuellement c'était quasiment parfait, mais sur les valeurs c'était pas... Alors là vous touchez un point qu'on n'a pas abordé durant ces 2 heures et qui me semble intéressant, parce qu'en effet on peut avoir une vraie rencontre sexuelle formidable et le reste ne va pas, comme il y a malheureusement aussi l'inverse, et attention, parce que après avoir quelques aventures, quelques moments extraordinaires sexuels avec une femme, pourquoi pas, parce que là on prend pas de risque. En revanche, s'engager avec quelqu'un alors que sexuellement c'est pas du tout ça, ça va forcément à un moment ou à un autre poser des problèmes au couple. Oui. Et c'est vrai qu'on peut... la sexualité et l'amour, c'est tout un débat, c'est pas aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on peut avoir passé des moments merveilleux sans qu'on veuille vivre avec cette personne, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et l'amour, quand on parle d'amour mature, aussi l'amour qui que pour vivre en couple, par exemple, c'est pour moi indépendant, même si la sexualité, bien sûr, est très importante. Si on n'a pas de plaisir sexuel, ça va être difficile de projeter une vie à deux. Et c'est pas si simple de trouver absolument tout qui va au mieux. Et ça s'apprend des fois aussi. Dans un couple. Donc n'ayez pas de regrets. Ça arrive à beaucoup de personnes de rencontrer quelqu'un qui sexuellement vraiment c'est waouh. Et puis oui, mais le reste n'allant pas, il vaut mieux pas s'engager. C'est pas si évident que ça, et c'est pas facile de trouver cette merveilleuse personne. Mais bon, on a toute une vie pour ça. Oui, et puis je crois encore une fois qu'il faut pas non plus. Bien sûr que le couple est sauvable, c'est bien, mais parfois le couple, il vaut mieux. On a vécu ce qu'on a ensemble, et à un moment donné, autant se séparer. Moi, ce que je trouve dommage, c'est de se séparer parce que ça va plus, sans avoir essayé de comprendre pourquoi ça n'allait plus.
Mais parfois ça va plus et il est temps de se séparer. Voilà. C'est ça, c'est se séparer en conscience. Moi je dis toujours, c'est mettre de la conscience, de l'empathie et de la conscience. Et des fois, quand on discute vraiment des choses et qu'on va au bout des choses, on se rend compte ensemble que vaut mieux se séparer. Et ça permet de rester dans des bons termes. Et c'est utile aussi quand on a des enfants. C'est important de mettre de la clarté. Voilà, de ne pas se séparer en guerre. C'est ça. Exactement. Merci Arnaud, en tout cas. Merci Arnaud. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Oui, et Claude Parisot, je crois qu'il faut bien rappeler aussi que la moyenne des couples, c'est plutôt 10-15 ans. On a eu des couples qui sont ensemble depuis 25 ans, 26 ans. C'est bien, il y a des couples... Et puis parfois, on vit juste une histoire passionnelle qui ne va pas faire couple. Enfin, mais comme vous dites, autant être conscient de ce qu'on fait pour que ça serve à quelque chose et qu'on répète pas les mêmes erreurs. C'est ça. Grandir. C'est ça votre travail. En fait. Oui, c'est ça pour le travail. C'est vraiment que les gens mettent de la conscience pour qui se quitte. C'est pas moi qui vais décider et je leur donne pas mon avis. Savoir s'il faut se quitter ou pas se quitter, c'est eux qui vont le faire d'eux-mêmes à travers les séances et les stages. Ils vont comprendre d'eux-mêmes parce qu'on leur donne des outils pour être autonomes. Mais le but, c'est qu'ils se sentent épanouis, qu'ils se sentent aussi libres dans la relation, libres de rester, libres de partir, mais aussi de se sentir aussi bien, comme je dis dans le livre, aussi libres à deux que quand ils sont seuls. Même si quand on a des enfants, c'est pas con. Mais alors, la question, Claude Parisot, est-ce que vous avez parfois dans vos stages, justement, qui durent 4 jours, à la fin, il y en a un qui veut vraiment partir et l'autre pas, ça arrive ? C'est très rare à la fin du stage. Ça arrive après, mais le stage fait que les couples se reconnectent vraiment. En fait, c'est là qu'on voit qu'on perd pas l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont se reconnecter, ils vont vibrer, ils vont être en période romantique parce que, en fait, tout est fait. Ils vont retrouver ce qui les a unis au départ. Exactement. Mais après, ils n'arrivent pas à faire les dialogues à la maison, ils n'arrivent pas, alors on trouve des choses ils n'arrivent pas vraiment à se mettre au travail. Les rancœurs reviennent et malgré tout, la séparation... Et ils veulent pas faire le travail. Oui, parce qu'il y a des couples, on leur dit, là c'est pas suffisant un stage. Et là c'est important de continuer, mais s'ils le font pas après, nous on n'a pas de baguette magique, c'est les couples qui doivent décider d'eux-mêmes. Alors, à vous écouter, ça voudrait dire qu'un couple qui s'est rencontré, qui s'est aimé, ne devrait jamais se quitter. La plupart du temps, en tout cas, ne se quittent pas. La plupart du temps, quand on fait le travail, quand ils se sont aimés. Mais parfois, on rencontre aussi des personnes, pour un temps, l'amour peut s'arrêter, je le vois, et où il y a des couples qui ont été, on l'a entendu, pour des raisons, on a reproduit des choses du passé. Enfant, on n'a pas pu dire stop. Adulte, on peut dire stop. Pour pas reproduire les mêmes choses. Et le fait de dire stop, ça permet de récupérer des parties de nous et on va plus rencontrer les mêmes défis ou les mêmes personnes qui nous emmènent plutôt vers le fond plutôt que vers la lumière. Mais oui. Et tout ça, évidemment, passe par la connaissance de soi. Avant de critiquer l'autre, peut-être qu'il faut regarder un petit peu ce qui ne va pas chez nous. Merci beaucoup, Claude Parisot, en tout cas. Merci de ces 2 heures. Je rappelle le titre de votre livre, Réenchanter son couple, aux éditions Erol, où vous évoquez donc cette thérapie imago qui permet justement de se regarder l'un et l'autre sans se mentir et sans... de cœur à cœur. Voilà, de cœur à cœur et pourquoi pas de corps à corps. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan et demain, on sera avec Philippe Breneau qui vient de sortir un livre éloge de la masturbation et on va, il n'y a pas de mal à se faire du bien, évidemment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.